messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 22h de la RTD. Voici les titres de ce journal. Les travaux du 33e sommet ordinaire de la Ligue des États arabes sont ouverts aujourd'hui à Manama, au Bahreïn. Et la journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information a été célébrée ce matin au Palais. Et au 222e jour du conflit, le ministère de la Santé gazaoui déplore dans son bilan quotidien des victimes de la guerre. La 33e session ordinaire du sommet arabe a démarré ce jeudi à Manama, capitale du Bahreïn, avec la participation de 13 dirigeants arabes, dont le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Pour la première fois dans l'histoire des dirigeants, Manama accueille une réunion du Conseil de la Ligue arabe au niveau des chefs d'État et de gouvernement. C'est le palais El-Shakir qui a abrité aujourd'hui ce 33e sommet de la Ligue des États arabes pour aborder plusieurs sujets à l'ordre du jour, notamment la situation actuelle à Gaza, théâtre depuis plus de 7 mois d'un déchaînement sans précédent du génocide, un massacre collectif, un état de siège impitoyable, une destruction massive des infrastructures et des milliers de déplacés. À son arrivée au palais Al-Shakir, le président de la République et président en exercice de l'IGAD a été accueilli par le roi du Bahreïn, Hamad Ben Issa Al Khalifa. Les leaders ont abordé un plan d'urgence visant à faire face aux répercussions économiques et sociales de l'agression sioniste contre Palestine. L'objectif principal a été un débouché sur des résultats de nature à remédier rapidement à la situation actuelle. Il a été également question d'aborder un plan d'urgence visant à faire face aux répercussions économiques et sociales de l'agression sioniste contre la Palestine. Placé sous le signe de la poursuite des efforts de solidarité à la bande de Gaza, théâtre d'un massacre de population sur le laps continu de ces 7 derniers mois, ce sommet de la Ligue arabe a défini des procédés complémentaires de stratégie et d'action en vue d'une plus grande capacité de la région à faire valoir les droits à l'intégrité physique, morale et à l'autodétermination du peuple frère palestinien. Écoutons un extrait du discours du président de la République. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. Tout d'abord, j'ai le plaisir d'exprimer mes sincères remerciements et ma grande gratitude à mon frère, Sa Majesté le roi Hamad bin Issa Al Khalifa, ainsi qu'à son gouvernement et à son peuple frère, pour l'accueil chaleureux et la généreuse hospitalité, ainsi que pour la préparation distinguée de ce 33e sommet de la Ligue des États arabes qui est le nôtre. Je voudrais également exprimer mes plus sincères remerciements aux serviteurs de deux saints mosquées, le roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud et au prince héritier, son Altesse royale, le prince Mohammed bin Salman bin Abdelaziz Al Saoud, pour les efforts déployés par le royaume frère d'Arabie Saoudite. Son travail acharné au cours de sa présidence de la session précédente du sommet est apprécié et des remerciements sont adressés au secrétaire général de la Ligue arabe et au cadre de la Ligue pour leurs efforts visant à renforcer l'action arabe commune. Votre Majesté, Excellence et Altesse, notre sommet se tient à un moment précis où la région arabe traverse des circonstances exceptionnelles, difficiles et des défis sans précédent à plus d'un niveau, dont le plus important est la poursuite de l'agression brutale d'Israël contre la bande de Gaza, qui est relevée avant aux yeux du monde entier les crimes contre l'humanité les plus odieux connus dans l'histoire de l'humanité moderne. À cet égard, nous réaffirmons la gravité de la responsabilité que nous portons face à cette tragédie qui frappe l'humanité. Par conséquent, nous insistons sur l'adoption d'une position arabe ferme concernant la guerre d'extermination menée par l'État sioniste contre notre peuple et nos frères à Gaza. Dans le même temps,
Nous renouvelons notre exigence d'un cessez-le-feu immédiat et durable pour assurer la protection nécessaire aux civils sans défense, pour mettre fin aux déplacements forcés et pour garantir un accès sûr et durable à l'aide humanitaire. Nous soulignons également la nécessité de relancer le processus de paix sur la base de la solution à deux États, conformément aux résolutions internationales, et d'accepter la Palestine comme membre à part entière de l'ONU, afin que le peuple palestinien, frère, puisse obtenir leurs droits légitimes et établir leur État indépendant avec Jérusalem-Est pour capitale. Dans le contexte des crises que traversent certains de nos pays arabes, la poursuite de la crise dans la République sœur du Yémen et dans l'État de la Libye nécessite une action arabe commune, efficace. Il en va de même pour le Soudan frère, où une grave crise, la crise, a éclaté il y a plus d'un an. Si nous ne coopérons pas pour contenir cette crise qui fait rage dans de nombreuses régions du pays, cela laisse présager un long conflit aux répercussions désastreuses pour le Soudan et pour toute la région. Comme je l'ai déjà mentionné, la résolution de ces crises nécessite un effort collectif et un travail conjoint et diligenté qui est plus urgent que jamais. Je voudrais souligner ici que la République de Djibouti a déployé des efforts dans le cadre de sa présidence tournante de l'IGAD pour contribuer à la résolution de la crise soudanaise. Nous réaffirmons l'accueil et le soutien total de Djibouti à toutes les initiatives réelles qui pourraient aider les frères soudanais à surmonter l'épreuve et à trouver une solution politique globale à la crise. ونؤكد من جديد ترحيب جيبوتي ودعمها الكامل لكل المبادرات الحقيقية التي من شأنها أن نساعد الأشقاء السودانيين على تجاوز المحنة وإيجاد حلا سياسيا شاملا للأزمة. Et en dehors de la question palestinienne, lors du jour de ce sommet, a dédié un volet important de ses travaux à l'analyse de dispositions de nature à contribuer à l'essor politique, économique, social et culturel du monde arabe. Réécoutons le chef de l'État. الجلالة والفخامة والسمو الحضور الكرام في ظل تفاقم حالة الانقسام. Votre Majesté, Excellence et Altesse, chers participants, nous n'avons d'autre choix que de compter sur nos propres capacités, de nous intégrer entre nous et d'unifier nos forces, efforts pour formuler des solutions décisives et radicales à nos problèmes et faire face aux menaces sérieuses qui pèsent sur le présent et à l'avenir de la nation. Cela ne sera bien entendu possible qu'en développant et en promouvant notre travail arabe commun selon une nouvelle approche qui dépasse les approches traditionnelles et place les préoccupations des citoyens arabes au cœur de ses priorités. Je ne peux manquer de profiter de cette occasion pour adresser mes remerciements et ma gratitude à leur Majesté, Excellence et Altesse pour leur soutien à la nomination de M. Mohamed Ali Youssouf, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement de la République de Djibouti, au poste de président de la Commission de l'Union africaine. En conclusion, je renouvelle mes sincères remerciements à mon frère, Sa Majesté le roi Hamad bin Issa al-Khalifa, ainsi qu'au gouvernement du royaume frère de Bahreïn et à son cher peuple pour avoir accueilli ce sommet et pour la bonne préparation nécessaire à sa réalisation. C'est un succès. Prions Dieu Tout-Puissant de nous inspirer réussite pour le bien de nos pays et de nos peuples. داعينا الله العلي القدير أن يلهمنا النجاح والتوفيق لما فيه الخير لأوطاننا وشعوبنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Et en marge de sa participation aux travaux du 33e sommet de la Ligue des pays, donc des États de la Ligue arabe, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a eu une série de rencontres bilatérales avec ses homologues respectifs de l'Égypte, Abdel Fattah al-Sisi, ainsi qu'avec le président de la Libye, Mohamed al-Menfi. Les chefs d'État ont discuté de la coopération économique, sécuritaire et culturelle bilatérale entre la République de Djibouti, l'Égypte et la Libye, ainsi que des défis communs comme la sécurité maritime. Ils ont réaffirmé leur volonté à promouvoir la paix, la sécurité régionale et une coopération accrue au sein de la Ligue arabe. Au cœur des discussions entre le chef d'État et ses homologues de l'Égypte et de la Libye, l'urgence de trouver une solution pour trouver un plan d'urgence visant à faire face aux répercussions économiques et sociales de l'agression sioniste contre la Palestine.
Et donc le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a quitté cet après-midi Manama, la capitale du Bahreïn, pour se rendre à Kigali au Rwanda, où il est arrivé ce jeudi soir afin de prendre part à l'invitation de son homologue rwandais, Paul Kagame, à l'Africa CE Forum, événement annuel faisant désormais office de la plus grande rencontre sur les perspectives économiques et d'investissement dans le continent. Retour à Djibouti sous le haut patronage du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le ministère de la Communication chargé des postes et des télécommunications a organisé ce matin au Palais du Peuple une cérémonie marquant la célébration de la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. Le thème retenu pour cette année par l'UIT, institution spécialisée des Nations Unies pour les TIC, et l'innovation numérique au service du développement durable. L'événement commémoratif a réuni entre autres le ministre de la Communication chargé des postes et télécommunications, Redouane Abdoulaye Bahdan, des membres du gouvernement, des parlementaires, les représentants des systèmes des Nations Unies, des cadres de Djibouti Telecom et autres acteurs, dont autres acteurs en télécommunication. La cérémonie de célébration donc a débuté par la traditionnelle lecture d'un verset du Saint-Coran. Manta 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 lo waqalaya manta 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 lo waqalaya Rubaha walla liske aya waxa la galiye wacyigeena kobciya Manta 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 lo waqalaya 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 Radiyaha weeshaniyo fogal arga waliba Maxkamada dawladda isku xidha dadweynaha eegada ka walaacini Manta 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 lo waqalaya 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 Radiyaha weeshaniyo fogal arga waliba Maxkamada dawladda isku xidha dadweynaha eegada ka walaacini Manta 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 lo waqalaya 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 Wadiga internetkiyo website-ka wanaagto bulshadu waa calada wargeysyada qoraalkiyo Et cette cérémonie a été marquée par des animations artistiques ainsi que la projection d'un reportage qui a mis en exergue l'importance des outils technologiques et les développements remarquables réalisés par le gouvernement en matière de télécommunications. Regardez. Manta lo waqalaya manta 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 lo waqalaya
tarder, mesdames et messieurs, et avant de clore la série d'animations, je vous propose de suivre un sketch. Ce sketch est bien sûr intitulé « Être connecté, chanter ou clavarder ». Un sketch, bien sûr, préparé par la troupe Skoufilan, écrite et mise en scène par Hanaoui. Tu viens demain? Mère, Ina, Non. maman, il va me manquer. Tu vas me manquer, maman. Ça va? Papa. Alhamdulillah. Vous avez fait des progrès. La connexion Internet à Djibouti est stable et bonne. Masha'Allah. Heureusement, avec le défi Djibouti connecté, le ministère de la Communication œuvre pour une meilleure connectivité avec un accès très haut débit. À présent, je vous invite à suivre une projection, un reportage intitulé « Djibouti au carrefour de la révolution numérique ». Et dans la série des discours officiels prononcés à la tribune de cet événement, le directeur des infrastructures de Djibouti Télécom, M. Rassim Ouass, s'est dit réjoui des avancées de notre pays en matière de communication. Je propose de l'écouter. Et un immense plaisir pour moi de célébrer avec vous la Journée mondiale des télécommunications. Le thème retenu cette année, l'innovation numérique au service du développement durable, illustre à plusieurs titres les rôles et la place du numérique dans le développement socio-économique des pays en voie de développement. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'impact transformateur des technologies du numérique sur les économies est largement reconnu à nos jours. L'innovation numérique joue un rôle déterminant pour assurer une croissance économique durable et inclusive. En effet, l'innovation permet de concevoir de nouvelles solutions novatrices fondées sur les technologies permettant de soutenir le développement durable. Grâce à son potentiel, le numérique est un catalyseur du développement durable et son impact durable sur les économies est une réalité admise par tous. L'innovation numérique constitue également un réservoir important de nouveaux emplois, en particulier pour les jeunes. Le numérique et l'innovation renouvellent les possibilités d'accès aux services essentiels, ouvrent les sociétés à de nouveaux savoirs, rendent l'économie plus collaborative. Excellences, Mesdames et Messieurs, la connectivité haut débit est indispensable pour garantir une utilisation efficace des technologies numériques et stimuler le développement des applications dédiées aux différents usages des utilisateurs, tels que la santé, l'éducation, l'administration et le commerce. C'est pourquoi les infrastructures numériques haut débit et les services financiers numériques constituent des axes majeurs de notre stratégie de développement. Djibouti Télécom ne ménagera aucun effort et poursuivra les investissements dans les réseaux de télécommunications fixes et mobiles. Écoutons à présent un extrait du discours du ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, M. Radouane Abdoulaye Bahdan. Commémore la naissance de l'Union internationale des télécommunications, UIT, le 17 mai 1865, créée par la signature à Paris de la première convention télégraphique internationale. Cette année, l'UIT a choisi pour thème l'innovation numérique au service du développement durable, pour bien souligner l'importance des technologies de l'information et de la communication dans la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies. Et nous ne pouvons que souscrire à ces choix quand on sait la place qu'occupe le TIC dans notre politique nationale de développement. Il est vrai que le numérique offre de nouvelles perspectives vers un développement durable, notamment en augmentant l'accès au TIC et en rendant Internet universel abordable, en particulier dans les pays les moins avancés.
Dans ce contexte de mutation mondiale vers le tout numérique, et conformément à la feuille de route tracée par le chef de l'État, son Excellence Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh, la République de Djibouti a entrepris d'ambitieux projets visant à nous conduire vers une émergence numérique d'ici 2035. Ces projets touchent à l'assainissement des cadres institutionnels et réglementaires ainsi qu'aux infrastructures. Permettez-moi d'évoquer quelques-unes de ces initiatives. L'opérationnalisation de l'autorité de régulation multisectorielle de Djibouti, garante de l'application des lois et règlements relatifs au secteur des télécommunications et d'éthique. La densification et l'optimisation des réseaux mobiles 4G+, avec la construction de nouveaux sites à travers tous les territoires. La baisse significative des tarifs des services de télécommunications en 2024, accompagnée des propositions d'offres Internet illimitées. La modernisation du réseau fixe et le déploiement du réseau haut débit FTTH, ainsi que du haut débit via le Wi-Fi mobile dans la capitale et dans tous les chefs-lieux des régions. La connexion et l'interconnexion des établissements sanitaires au réseau large bande. La connexion et l'interconnexion des établissements scolaires au réseau large bande. La mise en place d'une stratégie nationale de développement du haut débit. L'atterrissage à Djibouti des 10 câbles sous-marins de dernière génération qui sont déjà opérationnels et 4 autres câbles en cours d'atterrissage. Toutes ces initiatives font de notre écosystème d'éthique un levier de croissance pour les autres secteurs socio-économiques. Conformément à la feuille de route du président de la République, son Excellence Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh, mon département ministériel et les institutions sous tutelle sont déterminés à faire de notre pays un hub technologie régional. Et prenons la parole à son tour, le Premier ministre, M. Abdelkader Gamel Mohamed, a indiqué que notre pays a beaucoup investi dans ce secteur clé de la télécommunication. Je propose de suivre un extrait de son discours. Journée que notre nation se joint au monde entier pour célébrer la journée internationale des télécommunications, je suis particulièrement honoré d'être parmi vous. Cette année, nous rassemblons sous le thème promoteur de l'innovation numérique au service du développement durable. C'est un thème qui, plus que jamais, résonne avec notre engagement envers le progrès et l'équité dans l'accès aux nouvelles technologies. L'ère numérique est un ère de grandes opportunités. Elle nous offre les outils puissants pour répondre aux défis les plus pressants de notre temps. Améliorer l'éducation, optimiser les soins de santé, renforcer la croissance économique ou encore préserver notre environnement pour les générations futures. À Djibouti, nous avons pris des mesures significatives pour intégrer ces technologies dans notre quotidien et dans nos infrastructures nationales. Nous avons investi dans des projets d'envergure pour augmenter notre connectivité, non seulement au sein de notre pays, mais également avec le reste du monde. Ces projets ne sont pas simplement des exploits techniques, mais des ponts vers les progrès, des vecteurs de développement économique et social. En tissant ces liens numériques, nous tissons aussi des liens humains, rapprochant les communautés, les entreprises et les institutions. Mais l'innovation numérique ne doit pas seulement être vue comme une série de réussites technologiques, elle est fondamentalement un moyen de réaliser notre vision commune d'un développement qui bénéficie à tous sans laisser personne de côté, un aspect primordial auquel le chef de l'État attache un intérêt tout particulier. C'est pourquoi notre gouvernement s'engage à créer les conditions nécessaires
pour que chaque Djiboutien et chaque Djiboutienne puisse accéder à ces outils numériques et les utiliser pour améliorer sa qualité de vie. Et notre équipe sur place a recueilli quelques réactions des exposants de cette cérémonie. Les voici. Excellence, Monsieur le ministre des Télécoms chargé des postes de télécommunications de l'inviter à ce forum. Et nous sommes honorés par la présence la présence du gouvernement sous la tutelle de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Donc on les remercie, on félicite la bonne organisation, la réussite, tout le show qu'on a eu. Ça montre l'engagement de l'État, on va dire, djiboutien vers tout ce qui est innovation et on va dire, la participation des télécoms comme un pilier de développement durable et économique. Donc on est la société AfriFiber, donc on est le premier fournisseur Internet privé à Djibouti. Notre objectif, c'est d'arriver un jour à démocratiser l'accès Internet à début à toute la population citoyenne et les entreprises installées ici à Djibouti, parce qu'on sait que l'Internet aujourd'hui, c'est un facteur et un droit primordial pour permettre un développement et une connectivité de très haut débit. CO7 aujourd'hui est une société privée qui dispose d'une licence en réseau de fibre optique, mais également d'une licence en opérateur de data center et aussi une licence pour exploiter et gérer le câble de station sous-marin. Donc, en partenariat avec notre principal partenaire Wingu, nous allons bientôt accueillir, d'ici à la fin du 3e trimestre de cette année 2024, un des plus grands câbles sous-marins existants, à savoir Blue Raman, qui est le câble de Google, et qui va directement venir se connecter sur notre station. Hormis ce point, nous prévoyons également dans le court terme de pouvoir desservir tous nos clients régionaux, à savoir le Kenya, à savoir Tanzanie, à savoir également l'Éthiopie. Et sur le long terme, bien sûr, nous allons revenir pour traiter et répondre aux besoins locaux, c'est-à-dire aux besoins de Djibouti. Dans l'actualité également, ce matin, le président du Parlement de la République fédérale de Somalie, Aden Mohamed Nour, accompagné d'une forte délégation conduite par le président de l'Assemblée nationale de l'État, Mohamed El-État, a été reçu par le conseiller technique du président de l'autorité des ports et des zones franches, Mohamed Aden Wabari. La délégation parlementaire a effectué une visite au quai portuaire ainsi qu'à la voie ferrée de SGTD utilisée pour le chargement et le déchargement des trains et une visite de la zone de libre-échange international de Djibouti. Au cours de la réunion qui a eu lieu par la suite à la tour internationale de Djibouti, située au PK23, elle a été informée en détail sur les infrastructures portuaires ainsi que sur les projets actuels et futurs, notamment le Sea Air Cargo, un transport multimodal qui combine à la fois le transport maritime et le transport aérien pour acheminer les marchandises à leur destination finale de manière rapide et efficace. Nous desservons actuellement donc 24 villes et 21 pays. Le système communautaire des ports de Djibouti, un système utilisé pour faciliter les opérations portuaires. Le quai pétrolier de Damejo, qui est un port spécialisé dans le traitement de marchandises en vrac liquide, et le futur quartier d'affaires Red Sea World Djibouti, qui est un projet de développement. Il vise à créer des infrastructures hôtelières, des attractions touristiques et des installations de loisirs pour stimuler l'économie locale et attirer les visiteurs nationaux et internationaux dans la région, contribuant ainsi au développement économique de Djibouti. En marge de sa participation au sommet et exposition mondiaux sur l'hydrogène et au Forum africain sur l'hydrogène, le ministre de l'Énergie, Younn Ali Guedi, s'est entretenu hier à Rotterdam, aux Pays-Bas, tour à tour avec d'éminentes personnalités hollandaises et américaines. Le ministre a d'abord rencontré la ministre du Commerce extérieur et de la coopération du développement des Pays-Bas. Au centre des échanges entre les deux ministres, notant les voies et moyens de jeter les bases d'une coopération multiforme et fructueuse entre la République de Djibouti et les Pays-Bas. Par la suite, le ministre a eu une audience avec la sous-secrétaire d'État adjointe américaine de la transformation énergétique. Les discussions entre les deux parties ont porté principalement sur le renforcement des liens bilatéraux entre Djibouti et Washington, notamment dans le domaine énergétique. Et un peu plus tôt dans la journée d'hier, le ministre avait rencontré également le maire de la ville de Rotterdam, pour échanger avec l'autre partie sur les expériences et les bonnes pratiques acquises et partager les connaissances en matière de développement des énergies renouvelables.
Retour à Djibouti, l'Office djiboutien de la propriété industrielle et commerciale et l'Organisation mondiale de la propriété industrielle et intellectuelle ont organisé un atelier de planification stratégique nationale de la propriété industrielle à Escale Hôtel. Objectif, définir les axes stratégiques et d'élaborer les plans d'action de la politique de protection intellectuelle. Cet atelier vise à promouvoir les échanges de bonnes pratiques, les initiatives conjointes et le partage d'expertise pour favoriser un environnement propice à l'innovation et à la protection efficace de la propriété intellectuelle. Cet atelier vise également à sensibiliser les acteurs économiques quant aux avantages que présentent les outils de propriété industrielle et les services offerts par les organismes spécialisés pour maximiser le potentiel de leur entreprise sur la scène nationale et internationale. Écoutons l'intervention du directeur général de l'ODEPIC, M. Ahmed Mohamed, lors de cet atelier. Depuis le début des activités de l'ODEPIC en 2012, notre pays reconnaît l'importance que confère à la propriété industrielle et de l'accès au savoir pour que celle-ci devienne un moteur de croissance économique. Aujourd'hui, notre pays dispose d'un riche capital humain et l'objectif de cette stratégie est de libérer le potentiel des actifs de façon planifiée, efficace et durable. C'est dans ce cadre que nous avons sollicité vos expériences et connaissances dans vos domaines respectifs afin de mettre en place un plan d'action opérationnel indispensable à l'atteinte des objectifs visés par la stratégie nationale de la pays. Je vous remercie. La stratégie nationale de la pays, qui a été entièrement élaborée par les experts de l'ODEPIC, il faut vraiment souligner, c'est l'équipe de l'ODEPIC qui a réalisé cette stratégie, va renforcer l'aptitude de notre pays à générer des actifs de propriété industrielle ayant une valeur économique. Et cet atelier a été donc dirigé par le ministre du Commerce et du Tourisme, M. Mohamed Warsame Dirié, que je propose de l'écouter. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour le lancement de cet atelier concernant l'examen de la stratégie nationale de la propriété industrielle. Je tiens tout d'abord à féliciter les experts pour la rédaction de cette stratégie. L'élaboration de la stratégie nationale de la propriété industrielle affirme la volonté du gouvernement djiboutien à stimuler l'utilisation de la propriété industrielle comme un outil de promotion de la créativité et de l'innovation au service du développement économique du pays. Cette stratégie s'inscrit dans un contexte caractérisé au niveau global par la mise en œuvre des objectifs du développement durable ODD à l'horizon 2030, en mettant particulièrement l'accent sur les problématiques majeures telles que le changement climatique, l'environnement et les genres. Sans aucun doute, la stratégie nationale de la propriété industrielle apportera un cadre dynamique qui permettra à la République de Djibouti de tirer profit du système de la propriété industrielle et d'une meilleure utilisation de celle-ci. C'est ce qui bénéficiera à tous les secteurs de l'économie nationale. Elle visera à répondre notamment au niveau national aux besoins d'information du secteur privé, mais surtout répondra au niveau des promotions et de la protection de la propriété industrielle, tout en s'attachant aux prescriptions de cadres de référence de développement que sont la vision Djibouti 2035. Dans le reste de l'actualité, l'Agence nationale des personnes handicapées a organisé ce matin une cérémonie pour officialiser l'affectation de 150 postes budgétaires pour les jeunes vivant avec handicap. Ces ministères ont été accueillis pour la réception des jeunes en situation de handicap et qui vont être donc affectés dans les différents ministères. Cette initiative fait suite à la mesure prise par le chef de l'État lors de la Semaine nationale des personnes à besoins spéciaux et de la Journée internationale du handicap. Eh bien, afin de favoriser l'inclusion des personnes à besoins spéciaux pour l'accès à l'emploi.
Ce programme de création d'emplois a été inscrit au titre de la LFI 2024 à travers la création de 150 postes budgétaires pour les personnes à besoins spéciaux, afin de favoriser et de faciliter l'insertion des personnes vivant avec handicap sur les marchés du travail, notamment dans les différents domaines des ministères. L'Agence nationale des personnes handicapées continuera à faire progresser davantage la promotion et la protection des droits des personnes handicapées. Cette initiative, qui s'est tenue dans la salle des différentes réunions des différents ministères de la jeunesse, du commerce et des investissements, a vu la participation de la ministre de la Culture et de la Jeunesse, du ministre du Commerce et de la ministre des Investissements et du Développement du secteur privé, ainsi que le directeur général de la NPH, M. Doualé Saïd Mahmoud. Dans son intervention, le directeur général de l'ANPH a remercié pour l'accueil chaleureux de la cérémonie pour officialiser l'affectation de 150 postes budgétaires pour les jeunes en situation de handicap. Il a également mis en avant son engagement continu en faveur de l'employabilité des personnes en situation de handicap, tout en soulignant le rôle social important des différents ministères. Cette initiative s'inscrit, a-t-il dit, dans le cadre de la promotion, la participation et l'intégration et l'égalité des chances des personnes handicapées. Écoutons un extrait donc de la ministre de l'Investissement. Je voudrais dire à Monsieur le directeur général de l'ANPH que nous sommes à ses côtés et comme vous l'avez si bien dit, pour vous, il n'est pas question d'handicap, mais d'adaptation à l'environnement. Vous avez bien dit, nous sommes comme tout le monde. Vous êtes fort mentalement et nous sommes là pour soutenir. Le chef de l'État, Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh, a donné ses instructions fermes. Aucun de nos compatriotes handicapés ne doit être écarté. L'intégration des personnes handicapées est un devoir. Nous avons le sentiment d'avoir rempli, c'est à continuer, les efforts sont à continuer et nous avons aujourd'hui pour accueillir dans nos équipes 3 des personnels que vous nous avez envoyés. Nous leur avons préparé leur affectation dans les différentes directions. Les bureaux sont prêts, les équipements sont prêts, je suis sûre qu'ils seront très efficaces et nous attendons beaucoup d'eux, comme pour tout le monde, pareil que tout le monde. Et voici le mot de la ministre de la Jeunesse et de la Culture. Cher Doualé, de vous accueillir ici pour la réception de 7 personnes qui vont être affectées au ministère de la Jeunesse et de la Culture. 2 réceptions du courrier, la direction de l'administration a pris en charge très rapidement pour effectuer les affectations de 7 personnes et pour les rendre opérationnels très rapidement. Mais en même temps, nous avons prévu un programme d'information-formation pour pouvoir mieux les accompagner. Nous avons privilégié l'affectation dans les centres de développement communautaire parce que ce sont des plateformes où se déroule la grande majorité de nos activités, que ce soit en insertion sociale, que ce soit en insertion économique, ou que ce soit en sensibilisation. Et d'ailleurs, la plupart de nos programmes que nous allons faire avec nos partenaires vont se mettre en œuvre au sein de centres de développement communautaire. Donc c'est pour ça qu'on a privilégié qu'ils soient affectés dans des espaces où il y a beaucoup d'activités et dans des espaces où on travaille directement avec les communautés, avec la société, avec les jeunes, mais aussi avec les personnes à besoins spéciaux. Et donc nous souhaiterons qu'ils puissent évoluer, s'y épanouir, maîtriser rapidement les procédures de travail. C'est pour ça qu'ils vont être accompagnés aussi bien au niveau du ministère, mais au niveau des centres de développement communautaire. Mais nous sommes aussi impatients de recevoir leurs propositions, de pouvoir aussi être à l'écoute de ce qu'ils vont proposer pour qu'on puisse aussi mettre en place des programmes particuliers
pour les personnes à besoins spéciaux. Donc nous vous disons, soyez les bienvenus au sein du ministère et nous remercions bien sûr Doualé et l'agence qui travaille sans relâche pour un épanouissement et pour un traitement à égalité de chance entre les personnes, tous les Djiboutiens. Et bien sûr, je tiens ici à remercier le président de la République qui accorde beaucoup d'attention à l'épanouissement de personnes à besoins spéciaux et grâce à sa politique éclairée et à la mise en œuvre, grâce à l'agence, je sais que Djibouti va être un exemple à suivre sur cette question-là. Et enfin, suivons un extrait de l'intervention du ministre du Commerce. Votre présence ici témoigne de la volonté sans faille de son Excellence, le président de la République, M. Ismaël Marguerite, volonté d'assurer l'égalité des chances pour tous, et en particulier des personnes à besoins spéciaux. Dans le cadre de sa politique de promouvoir une société inclusive, où des personnes à besoins spéciaux peuvent trouver toute leur place à l'école, peuvent travailler ou occuper un emploi dans le secteur privé ou dans les entreprises privées, comme dans la fonction publique. Nous avons aujourd'hui devant nous les fruits de cette politique. C'est les jeunes qui sont ici, recrutés pour les ministères, pour le compte du ministère du Commerce et du Tourisme. Et nous allons prendre également toutes les dispositions nécessaires pour les installer et les mettre dans les meilleures conditions, Inch'Allah. J'en profite à cette occasion à saluer cette initiative à tout cœur du président de la République. Et nous, le gouvernement, nous sommes conscients aussi et nous travaillons d'arrache-pied pour qu'il y ait une société inclusive. Ce matin, au Palais du Peuple, s'est tenue une réunion marquant un jalon significatif dans le développement économique du pays. La secrétaire d'État chargée des investissements et du développement du secteur privé, Mme Safia Mohamed Ali, a présidé l'événement aux côtés du second vice-président de la Chambre de commerce de Djibouti et président par intérim. Le secrétariat d'État chargé des investissements et du développement du secteur privé en collaboration avec l'IFC, l'International Finance Corporation, ont initié le dialogue public-privé pour favoriser un dialogue constructif entre les secteurs publics et privés avec un accent particulier sur le crédit bail, également connu sous le nom de leasing. Et l'événement a réuni les axes donc essentiels du dialogue PPP ont également été explorés, mettant l'accent sur le rôle crucial que peuvent jouer les partenariats publics-privés dans le développement du secteur financier. Cette convergence d'expertise et d'expérience a permis d'engager des discussions et de formuler des recommandations concrètes pour favoriser la croissance économique durable à Djibouti. Suivant un extrait du discours de la secrétaire d'État chargée des investissements et du développement du secteur privé, Mme Safia Mohamed Ali. Très heureux d'avoir à nos côtés la Société financière internationale qui va nous appuyer. La Chambre de commerce est présente à nos côtés. Le secteur privé se mobilise massivement en vue de dialoguer ensemble, en vue de mener des réformes. Il est primordial d'engager des réformes en vue de favoriser les déploiements de projets dans ce segment qui, le rapport le démontre, montre que le potentiel est énorme. Nous sommes très satisfaits d'avoir à nos côtés la Société financière internationale, groupe de la Banque mondiale, qui a l'expertise et l'expérience. C'est très important et c'est rassurant, puisqu'il a investi dans 60 États. Donc on a à nos côtés un partenaire qui a réussi à investir dans ce domaine et nous a émis aujourd'hui un rapport dans lequel il présente une analyse détaillée du cadre légal, du cadre juridique
comptable, réglementaire et fiscal. Les informations qu'il nous a fournies sont pour mon équipe, pour l'équipe du secrétariat d'État, c'est une mine d'or sur laquelle on va travailler en vue de mener des réformes et votre participation est capitale. Toujours au Palais du Peuple, autre réunion, cette fois c'est la clôture d'un atelier particulièrement significatif organisé par la direction de la comptabilité publique du ministère du Budget en collaboration étroite avec le METAC FM. Cet événement donc, de formation s'est étendu sur 5 jours et avait pour but principal du pays de renforcer la gestion des risques financiers au sein des établissements. Les partenariats, donc les participants de cet atelier comprenaient des cadres auditeurs de la direction de la comptabilité publique et des agents comptables spécifiquement concernés par les sujets traités. L'objectif était de leur permettre de détecter les risques potentiels et de concevoir des stratégies proactives pour les prévenir ou les gérer, améliorer ainsi leur capacité et prévoir les crises financières avant qu'elles ne se manifestent. En conclusion, cet atelier a non seulement permis d'améliorer les compétences individuelles des participants, mais a également contribué à la mise en place d'une approche plus robuste et unifiée de la gestion des risques financiers au sein du secteur public. Je vous le dis dans le titre, la guerre israélienne dans la bande de Gaza qui sévit depuis le 7 octobre dernier a fait jusqu'à ce mercredi, jusqu'à hier, donc 35 233 morts. C'est ce qu'a annoncé le ministère de la Santé de l'enclave palestinienne. Au 222e jour du conflit, le ministère de la Santé gazaoui déplore dans son bilan quotidien des victimes de la guerre 35 233 morts et 79 141 blessés. La fermeture du point de passage de Rafah risque d'exacerber les souffrances d'environ 2,4 millions de Palestiniens à Gaza, dont 2 millions de personnes déplacées, surtout que les stocks alimentaires dans l'enclave palestinienne ne couvrent qu'une période allant de 24 heures à 4 jours selon l'ONU. Et c'est ainsi que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.